Dans ma tête, en collaboration avec Joseph Kabila, ils avaient une vision politique qui n'est pas la même avec. Elle n'est pas la même, elle n'est pas la même. La vision politique. Quelle est la bonne vision? La bonne, c'est celle qui donne le meilleur résultat au peuple congolais qui attend son social amélioré, son train de vie, la création d'emplois, le chômage. C'est ça la bonne vision. Et nous ne pouvons pas qualifier une vision parce qu'on l'a dit ou soit parce qu'on l'a communiqué. Non, on qualifie une vision en fonction des résultats. Si actuellement vous dites de faire une différence entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi Antoine, comment pouvez-vous expliquer cela? Pour la publicité sur Antoine TV officiel L, de vos entreprises, de vos produits ou pour la couverture de vos différents événements tels les anniversaires, le mariage et les conférences. Veuillez contacter notre direction commerciale au plus 243 89 73 78 781 ou plus 243 83 34 87 744. Merci de nous avoir choisis. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur cette nouvelle livraison d'actualité sur votre chaîne Antoine TV officielle. C'est le grand magazine socio-politique Cogiton spécial. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'actualité politique. L'actualité restée, c'est la sortie du gouvernement des fistrés enfistrés au sein de l'Union sacrée. Est-ce qu'on doit vraiment attendre de leur part un aboutissement escompté? Avec M. Dimandja, nous allons parler de l'actualité qui est la sortie du gouvernement. M. Dimandja, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie aussi de l'honneur de m'avoir accordé de passer. Très bien, le plaisir est partagé. Nous débutons premièrement sortie du gouvernement après blocage. Est-ce que vous avez l'idée des personnes qui bloquaient la sortie du gouvernement? Voilà, merci beaucoup, monsieur les journalistes, pour la question demandée. En tout cas, si nous allons vraiment nous appesantir sur une analyse très logique et aussi qui n'a pas de couleur politique surtout, parce que ce que la population congolaise a besoin aussi, c'est cette bonne communication de ce qui se passe réellement dans notre pays. Alors, s'il faut individualiser qui a freiné le gouvernement, je dirais tout le monde. Tout le monde. Et les opposants? Oui, je dirais tout le monde, parce que si aujourd'hui nous continuons de mener une politique de positionnement, c'est là pour suffisance que nous ne mettons pas le Congo en devant de tous nos gouvernements. Par là, vous voulez dire que les opposants et les personnes qui possèdent le pouvoir actuellement doivent se réunir? Oui, parce que quand nous avons un élément commun... Est-ce que vous espérez vraiment à une telle chose? L'unité du Congo est une obligation pour les vrais nationalistes et les vrais panafricanistes. Surtout pour ceux qui voient d'abord l'intérêt du peuple en avant. Parce que quand vous regardez même l'ossature du gouvernement actuel, vous verrez qu'il y avait des gens qui étaient en train de parler mal de Tshisekedi, qui se retrouvent dans le gouvernement. Donc vous allez voir quelque part, nous avons un moteur, un élément commun, pour qui, même si nous nous donnons la posture de... Et actuellement, sur votre idée de se réunir, c'est possible? Je ne parle pas de la réunification personnelle, mais je parle de la réunification d'idées politiques. Vous voyez, d'idées politiques où nous avons un élément commun que nous partageons ensemble, c'est la souffrance. La réunification d'idées politiques implique le partage du poste? Non, ça implique d'abord premièrement l'essence patriotique que nous devons sortir. Est-ce que quelqu'un peut donner son idée sans pourtant avoir un poste? Oui, bien sûr. Quelqu'un peut contribuer au gouvernement sans avoir un poste. Parce que avoir un poste, c'est-à-dire, d'abord nous avons plusieurs manières de contribuer dans notre pays en étant dans un poste, une fonction haute ou une fonction d'exécution ou des décisions. Mais quand vous voyez même nos satires de toutes ces fonctions, il y a des héros dans l'ombre que nous pouvons dire. Et ces gens-là contribuent favorablement en fait que les fonctions assumées par certaines personnalités puissent avoir de l'ampleur. Très bien, blocage. Oui. Blocage. Vous voulez dire? Je voulais revenir d'abord à analyser ce gouvernement qui est sorti de manière globale. Vous voulez d'ailleurs anticiper la deuxième question. Sortie du gouvernement civilement.
Oui. de 57 à 54. Ouais. Diminution des tailles ministérielles. On va y arriver si c'est vraiment une diminution importante. Premièrement, vos analyses par rapport aux nouvelles figures et anciennes figures. Parce que c'est 30 personnes qui ont fait la rentrée et puis 24 sont reconduits gouverneurs. Oui, dans ça, il y a de la mer à boire et aussi il y a des points à encourager. Et si je devais me focaliser sur des personnes, en tout cas, je ne saurais pas m'aligner sur cette ligne-là parce que la personne change toujours au lendemain. Nous avons vu avec la politique, le système politique d'ailleurs actuel, qui nous a montré beaucoup de failles. Je pourrais dire que nos parents ont échoué. Et nous, la génération qui sommes en train de venir, n'accepterions pas en tout cas de voir en tout cas ces mercato que je peux appeler qui s'est passé au niveau de la nomination de certains ministères. Mercato, vous parlez de mercato. Oui, c'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un qui quitte un poste X pour se retrouver à notre ministère. Donc, entre guillemets, on peut se dire que c'est la personne la plus compétente ou les personnes les plus compétentes pour assumer certaines fonctions dans ce pays. Vous parlez déjà de Didier Moudumbi, Jean-Lucien Boussa, voilà, Julien Palou. Vous avez plusieurs exemples, quelqu'un qui était au niveau de la sécurité. Peut-être qu'il a bien géré dans les secteurs là. Non, mon très cher journaliste, voyez quelqu'un qui a joué par exemple dans un club X pour arriver dans un autre club Y, il ne peut pas jouer ici en défense et aller là-bas jouer par exemple à... Il devait garder les mêmes postes. Il devait au moins jouer la même dans fonction. Les transferts de joueurs. Un attaquant quitte un club Y, il garde sa position d'attaquant. Il ne peut pas mettre un attaquant. C'est-à-dire que dans l'ancien secteur, il y avait déjà un quoi qu'on peut dire, il a mal géré. C'est pour ça qu'on lui a changé. Moi, je pense que ce sont des récompenses politiques qui existent depuis toujours. Et des récompenses. Si on récompense quelqu'un qui n'a pas bien géré, cela veut dire que l'intérêt du peuple n'est pas mis en cause. Mais voilà, nous sommes en train de décrier, c'est là surtout pour certains politiques de notre pays, que l'intérêt du peuple n'est pas souvent mis en cause. Nous avons plusieurs exemples dans la multiplicité des partis politiques et même la gestion même interne de certaines autorités des partis politiques. Un opposant au sein du gouvernement soumis, Constant Moutamba, à la justice appelée malade par le président de la République, vous espérez un changement? Moi je connais Maître Constant Moutamba, c'est un avocat très chevronné, et puis personnellement, par rapport à sa carrure, c'est quelqu'un qui incarne, mais je ne peux pas prédire de ce qu'il peut faire pour notre pays parce que vous savez, mais il a déjà parlé avant l'investiture, il a déjà parlé de plusieurs choses qu'il compte faire durant son mandat. Oui, c'est normal, c'est un visionnaire. Vous savez, quand vous donnez un poste politique, il devait vraiment le faire. Une vision. La justice, comme le président l'a si qualifié, a besoin d'une très grande réforme et une très grande réforme demande des personnes compétentes, comme Constant Moutamba à la matière. Je ne doute pas de sa compétence, mais c'est quelqu'un que je connais très bien. C'est un avocat très chevronné, que je donne tout le mérite pour améliorer tant soit peu, parce que la justice, elle est une nation, comme on l'a dit. Très bien, rentrons à l'analyse sur les personnes, les nouvelles figures. Jacquemain Chaban, actuellement au ministère de l'Intérieur, Peter Kazadi, mis en côté. Est-ce que le ministère de l'Intérieur a pris la personne qu'il faut? Et puis autre ministère. Le point positif d'abord avec ces gouvernements, ce que nous devons comprendre avec notre vision de voir la politique est menée par le président Félix Tshisekedi. Je répète ici, je suis sans appartenance en couleur politique. Très bien. Dans la liste indépendante. Quand j'observe ce que le président Félix Tshisekedi vient de faire, d'abord quitter le nombre que nous avions de 57 à 54, avec ce que le président a mis comme stratégie, vous allez remarquer que le président en lui, il a une majorité variée au sein de la classe politique actuelle, qu'il cherchait d'ailleurs, parce qu'il est dans son deuxième mandat où il a l'obligation sine qua non de présenter un bilan à la fin de son mandat. Et par là, il était obligé de pouvoir faire des choix avec les personnes de sa famille politique, je veux dire des personnes de confiance, qui vont marcher selon sa vision. C'est ce qu'il a fait? Oui, parce que vous allez voir avec l'IDPS qui a raflé presque tous les postes régaliens du gouvernement, ce sont majoritairement les gens qui font partie de la famille politique du président. Et son parti politique. Oui, parce que quand vous voyez le ministère de l'Intérieur, à titre d'exemple, le ministère de la Sécurité, ce sont des gens qui ont partagé avec le président Félix Tshisekedi pendant sa carrière politique un bon moment à ses côtés. Donc ce sont des amis, quoi, je peux dire, qui sont venus pour
mettre en place un peu cette confiance pour matérialiser. Donc, en fait, ça veut dire... Très bien parti, vous avez parlé du point positif, du sorti, bien du gouvernement, de la réforme et du gouvernement Sounima. Partie négative. Oui, le parti négatif, en tout cas, s'il faut espérer grand chose, vous savez, j'ai toujours dit, quand on décrit par exemple les secteurs tels que l'insécurité à l'Est, vous savez, avec la guerre par procuration, on gagne toujours par les rapports de force et le respect de son intégrité territoriale. Parce que l'aspect sécuritaire à l'Est que nous se sommes décriés, notamment, non seulement à l'Est, nous avons des cas comme à Kisangani ou à la Chopo, à Lubunga où il y a en tout cas des tueries, les gens s'entretuent. Ce sont des cas d'insécurité grave qu'il faut vraiment y remédier. Et je crois en tout cas, un point négatif à cela, je ne me place pas dans cette logique, mais vu l'expérience de la classe politique actuelle, nous sommes toujours dans les doutes de voir en tout cas certaines choses continuer. Mais moi je donne en tout cas toutes les chances à ces gouvernements qui vient d'être mis en place par le président Tshisekedi pour résoudre les problèmes sociaux. Très bien, M. Dimanja. Je vous rappelle que nous sommes avec M. Dimanja. Il n'a aucune peau politique. Analyse indépendante. Exactement. Voilà, nous sommes avec lui, nous décortiquons l'actualité politique. Jean-Pierre Bemba, vice-président de la République, transition Joseph Kabila 2001-2006, VPM de la Défense 2023 au gouvernement Samuel Kondé après remaniement et actuellement VPM des transports. Est-ce une humiliation? Transport et voies de communication. Plusieurs personnes parlent de l'humiliation. Jean-Pierre Bemba est humilié après plusieurs sorties médiatiques qu'il a fait à l'égard de Moïse Katumbi pendant la campagne électorale. Est-ce Jean-Pierre Bemba devait être récompensé de la sorte? La classe politique actuelle ne m'étonne pas avec la transhumance qui s'observe depuis un moment des hommes politiques. Parler de Jean-Pierre Bemba pour le nouveau poste qu'il a, la nouvelle fonction qu'il assume, moi je l'ai si bien dit ici, c'est la politique actuelle avec nos parents, c'est une question de récompense et de loyauté envers les chefs. C'est un point aussi qui est vraiment très, très, très délicat et qui ne donne pas honneur à la République avec ces changements de postes. On nous donne une personne... Mais il était à la Défense, apparemment, il y a on nous donne l'impression que dans cette classe politique, il y a un nombre de gens qui sont plus compétents à assumer certaines fonctions. Moi, je ne suis pas, en tout cas, je n'appuie pas cette position-là pour ne plus donner encore un avis. Si pour lui, moi, je ne voyais pas même encore revenir au niveau de quoi d'une quelconque fonction. MLC fait la force du majorité actuellement. C'est ce que nous sommes en train de parler. L'MLC a existé avec Mbemba, vous savez, et c'est lui qui est le... Donc pourtant Jean-Pierre Bemba devrait quitter le gouvernement. Pas quitter le gouvernement, mais il devait participer au gouvernement autrement. C'est-à-dire quoi? Avec l'MLC qui est un grand parti politique, il y a aussi des talents au sein de ces partis. Donc, vous parlez de... Nous devrions normalement voir d'autres personnes. Mais déjà, MLC déjà se plaide plutôt. Il a que des ministères qui est les transports qui occupent son leader politique, Jean-Pierre Bemba, puis l'environnement qui est à la charge de Maman F. Bazaï. Vous parlez encore que Jean-Pierre Bemba devait quitter. Vous pensez que les MLC... Parce que la question, vous m'avez parlé d'une question individuelle, c'est pourquoi je parle de Jean-Pierre Bemba comme étant une personne qui ne devrait pas normalement... Donc, on devait changer plutôt la personne. Nous devrions voir quelqu'un d'autre de l'MLC. Des jeunes sont dans l'MLC, des jeunes talentueux, des jeunes qui ont des compétences. Daniel Mbao sont là. Voilà, moi je n'en connais pas trop, mais je sais que dans l'MLC on engorge des talents. Et nous avons vraiment Daniel Mbao, comme tu viens de citer. Mais sinon, avec Jean-Pierre Bemba, voilà, ça devait être une autre personne que lui quand même. Mais quand vous parlez par exemple de la manière dont il se plaît, moi je viens de vous dire ici, le président Félix Tshisekedi avait besoin des gens de confiance dans des ministères clés. Très bien. Voilà pourquoi il a mis ses gouvernements en fonction des gens pour qui il va communiquer le même langage. La position de Jean-Pierre Bemba politiquement, vous le savez, il avait quelques contradictions avec le président actuel. Mais à un moment donné, ils se sont retrouvés dans les gouvernements.
Alors, cette posture avec le deuxième mandat que le président Tshisekedi a, il devait normalement... C'est un mandat objectif. C'est un mandat objectif. Il a toute l'obligation de rendre compte au peuple de son bilan. C'est son dernier mandat. Oui, son dernier. Alors, sauf s'il y aura révision de la Constitution. Oui, parlant de la révision de la Constitution, encore là, c'est un autre débat qui est encore amer à voir. Parce que, en tout cas, pour ce deuxième mandat, le président Tshisekedi s'est mis en tout cas dans cette posture. C'est mon analyse. Parce que, vous voyez, au début de votre mandat, il y avait le blocage FCC, beaucoup de choses se sont plaintes de tout ça et là. Mais avec le deuxième mandat, qu'il a gagné les élections, que nous l'avons vu, alors il ne pouvait que faire cela. Très bien. Très bien, M. Dimandja. Pétition contre le gouvernement Sumima, des fistrés enfistrés au sein de l'Union sacrée. Premièrement, est-ce que l'Union sacrée vraiment, vous avez parlé d'un mandat objectif, le président de la République à la fin de ce mandat doit présenter un bilan final à la population. Est-ce que avec des fistrés qui se sont dévoilés pendant la réforme du gouvernement Sumima, vous espérez à un changement de la situation, le président de la République en coalition avec l'Union sacrée? Moi je dirais nous avons obligation à donner la chance à ces gouvernements. Pourquoi? Parce que l'Union sacrée, plusieurs partis politiques se plaident. Oui, ils n'ont pas été récompensés. Que nous ne voulions ou pas, ce gouvernement sera là pour un moment donné, après la pression que la population va faire, surtout le peuple reste le maître du pouvoir. Les frustrations sont normales parce qu'avec le système politique actuel, avec la constitution de loi électorale qui parle de la majorité, c'est là par rapport au partage du gâteau, comme on peut le dire. Et quand ça n'arrive pas, ça ne tombe pas comme il se doit, c'est tout à fait normal. Parce que tout le monde veut toujours être quelque part, tout le monde veut se positionner. Mais moi, je me suis toujours dit, quand quelqu'un qui a l'intérêt comme social, l'intérêt de ces pays que Dieu nous a donnés, la filtration ne peut pas exagérer, par exemple, à se positionner encore, à freiner le développement de ces pays. Oui. La frustration, je le trouve normal, parce que ce sont des gâteaux, vous êtes sur avec moi, vous savez aussi bien comment est-ce que le partage des postes est fait. Parce que vous allez voir que... Apparemment, il y avait, selon les messages qui sortaient sur la toile, il y avait on peut dire un accord selon lequel si vous avez 10 députés dans votre parti, vous aurez droit à un ministère. Si vous avez 20 députés, vous aurez droit à 2 ministères. Apparemment, après réforme, on n'a pas vu, selon les partis, ils n'ont pas vu cet accord être respecté, selon eux. Les accords existent toujours pour apaiser les tensions. Les accords ne sont pas de conditions sine qua non pour arriver à un but ou à une conclusion qui est surtout acceptable par la population. Les accords, c'est normal, ça existe. Mais si cela n'est pas respecté, est-ce qu'il faut responsabiliser toute la charge au niveau du gouvernement actuel? Moi, je dirais non. Ils doivent se voir même là où ils ont signé leurs accords et puis responsabiliser. Ils ne devaient pas mettre ces genres de déclarations sur les lieux publics. C'est normal quand on privé. Non, mettre ça sur le lieu public, c'est normal. D'ailleurs, moi, je ne m'accroche pas trop, surtout sur certains dits de l'Internet, vous voyez. Parce que l'Internet aujourd'hui, c'est un milieu où tout le monde peut publier n'importe quoi. Mais les frustrations, c'est tout à fait normal. Les noms, parce que vous allez pouvoir voir que le gouvernement est sorti 5 mois après les élections, donc 2 mois après la nomination du Premier ministre. Vous allez voir que le président et le Premier ministre étaient en train de chercher comment trouver ne fût-ce qu'une sortie qui va peut-être aussi donner ce que nous voyons aujourd'hui comme résultat. Même si tout le monde n'est pas récompensé, mais il y a quand même le calme qui est encore en train d'être observé. Et c'était ça qui était quand même recherché. Très bien, monsieur Dimandja, on revient sur pétition contre le gouvernement Sumima. Certains provinces ne sont pas présentées. Ouais. On peut citer Maniema et Dogonza. Puisque l'article 9 de la Constitution nous parle de la représentativité nationale. Est-ce qu'il y a eu violation de la Constitution dans ce gouvernement? Puisque j'avais suivi un analyste politique qui dit que ce régime, c'est un régime qui a plusieurs fois violé la Constitution. Est-ce vrai que dans cette réforme du gouvernement Sumima, il y a eu une violation de la Constitution? Lorsque les textes de la République sont établis et qui sont soumis à être respectés et qui ne sont pas respectés, vous savez la conclusion qu'il faut prendre.
Parce que déjà, voir par exemple le Maniema où je suis originaire, mais pas représenter c'est aussi... Vous êtes originaire de Maniema? Oui, je suis du Maniema aussi. Je suis du Maniema. Alors, c'est aussi quelque chose que nous pouvons toujours décrire parce que... Donc vous avez aucune personne à vous représenter actuellement au gouvernement? Quand on voit l'ossature du gouvernement actuel, nous n'avons pas de représentants au niveau du gouvernement. Je crois que notre poste serait réservé, mais par rapport à ce que dit le texte, normalement, cela n'a pas été respecté et c'est normal que nous puissions toujours pousser notre voix sur haut parce que la province d'Imaniema, c'est une grande province quand même. Une grande province qui engorge aussi beaucoup de populations qui, même pendant les moments électoraux, quand il faut élire un président ou chef de l'État, vous allez voir que la province d'Imaniema participe à grande partie. Okay. Et ce n'est pas bon pour tous les fils et filles du Maniema en tout cas. Très bien. Il y a une violation de la Constitution ou c'est une erreur de matériel en pays? Non, je ne dirais pas que c'est une erreur. Je dirais parce que les tests sont clairs. Ce n'est pas une erreur. C'est une violation de la Constitution. Oui, parler de la violation de la Constitution, j'ai dit, lorsqu'une loi n'est pas respectée, telle qu'elle est décrite dans la Constitution, nous avons la même conclusion que nous pouvons prendre que nous avons violé la loi qui régit notre pays. Très bien, M. Dimanja. On était sur le gouvernement 6 mois, nouvelle figure et ancienne figure. 30 nouvelles personnes ont fait leur entrée, puis 24 personnes reconduites, telles qu'on peut citer des Jean-Lucien Boussa, des hydrocarbures au transport, et nous avons Didier Woudi, mais plutôt toute autre personne. On sort du gouvernement, révision de la Constitution. Révision de la Constitution. En regardant notre Constitution, est-ce que la révision ou le changement actuellement, dans les contextes actuels, c'est important, on peut dire? Actuellement, en tout cas, moi je crois avoir une partie de moi qui soutient quelques modifications de certaines lois. Vous êtes pour pas le changement, mais la révision? Pas les changements, mais la révision de certains articles. Très bien. Parce que vous allez remarquer avec moi, il y a certaines choses qui favorisent plus l'intérêt des acteurs politiques après, surtout leur passation au pouvoir. Et moi, je suis favorable à ça. Mais dans le contexte actuel, en tout cas, je trouve que par rapport à ce que prévoit la Constitution, la démarche pour arriver à aboutir à cela, je pense que ça ne sera pas une bonne chose à faire. Oui, nous risquerons encore de tourner avec des raisons qui vont nous mettre encore dans des dépenses inutiles, et surtout depuis le mandat de 5 ans qui reste au président Tshisekedi pourra passer encore sur des raisons. Si on est déjà dans le 6e mois de la première année. De la première année, je pense que ce n'est pas une chose envisageable. S'il faut le faire, il faut le faire peut-être à la fin du mandat. Parce que là, en tout cas, nous n'aurons pas d'esquisse à se dire pendant par exemple, une période de transition. Parce qu'actuellement, la population a besoin en tout cas de vivre et surtout les besoins sociaux est tellement énorme. Nous avons des problèmes, peut-être que le problème de l'inflation du dollar, le problème de la famine qui bat son record partout en démocratie du Congo, et tout le monde souffre. Et ça doit être d'abord les aspects qui doivent intéresser la République. Cette constitution nous permet déjà de résoudre d'abord ce problème-là. Très bien. Monsieur Dimanja, il y avait une petite question qu'on avait souhaité, nous devons revenir sur la diminution des tailles ministérielles. 57. Le gouvernement semble avec 57 ministères. Ils nous ont parlé d'une diminution pour au moins diminuer les dépenses au sein des ministères. Et actuellement, on a 54 ministères. Donc, on peut dire actuellement, ils ont supprimé que 3 ministères. C'est une diminution importante. Si on analyse la sortie médiatique de Matata Ponyo, c'est dimanche chez Jean-Marie Kassamba, il a parlé il a remercié d'ailleurs Joseph Kabila qui lui avait accordé des crédits de constituer 36 ministères. Quel est le fondement, premièrement, qui avait fait en sorte que Matata Ponyo ait un gouvernement de 36 membres? Et puis on peut dire jusqu'actuellement c'est le meilleur gouvernement si on peut analyser réellement.
Oui, bon, vous savez, avec l'ancien Premier ministre Matata Ponyo et l'ancien chef de l'État, le sénateur Abiy Joseph Kabila, ils avaient une vision politique différente par rapport à que ce régime n'a pas. Que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas une vision différente, vous allez balayer avec plusieurs aspects, notamment avec la construction du pays, avec les slogans, avec le projet 5 chantiers qui était en train. Mais il y a 145 territoires actuellement. Oui, le 145 territoires, mais je vous poserai la question 145 territoires. Moi, quand vous me dites ça, par exemple, je dirais c'est un slogan parce que. Il y a la route Télénier, ça, il y a plusieurs routes. Territoires, vous allez vous balayer sur quel aspect, il faut bien spécifier. Voilà les 145 territoires. Oui, dans ces 145 territoires, vous allez commencer par quel aspect? Voilà un peu, ce n'est pas éparpiller des choses à faire. Vous allez voir, c'est ce que j'ai. Donc c'est un projet nil. Bon, je ne qualifie pas d'un projet nil, mais quand vous avez une vision, un projet, par exemple, que vous voulez mettre en place, vous devez avoir vous devez concevoir des axes par lesquels vous devez passer pour que c'est la 145 territoires, c'est une nomination que vous donniez par rapport à la géographie de notre pays, par rapport au nombre de territoires. Mais sur le terrain, il n'y a aucune réalisation. Sur le terrain, c'est une autre étape qu'il fallait communiquer quand vous parlez de 145 territoires. Donc, quand moi je peux être à Kinshasa, je peux dire 24 communes de Kinshasa. Vous voyez, ça dit quoi? Ça dit qu'il y a 24 communes. Si je parle de 24 communes de Kinshasa et que je vais entreprendre un projet sur ces 24 communes, je vais spécifier dans 24 communes, nous allons parler de l'électrification. Okay. Alors, dans 24 communes, je vais parler par exemple de quoi? De la nutrition. Mais sur 145 territoires, il n'avait pas spécifié. Donc, c'est vous qui m'aviez demandé, par exemple, vous m'aviez épinglé ici les sacs à main que vous m'en informiez. Et vous me dites. Donc, vous n'êtes pas au courant de la spécification du projet 145 territoires. Non, parce que vous me parlez de 145 territoires, voilà pourquoi je parle de 145 territoires comme Très bien, revenons sur. Mais s'il y a des projets pour lesquels vous pourriez me signifier des routes. Moi, je ne suis pas un. Les routes. Route Télénier, ça inclut dans le projet 145 territoires. On a plusieurs certaines routes qui m'échappent à tout. C'est les axes principaux des 145 territoires du mouvement du travaux de ces projets de 145 territoires, je n'en sais pas trop. Alors, si nous pouvons revenir sur ce que vous disiez, je parle de la vision politique. C'est tout à fait normal que le ministre Matata Ponyo puisse avoir au passé un nombre réduit de ministères. Moi, je dis toujours, en tout cas, avoir plusieurs postes de ministère, en tout cas dans notre pays, c'est ça qui crée la charge de dépenses au niveau du gouvernement. Très bien. Vous allez voir, par exemple, avec moi, quand vous avez par exemple le ministère de l'énergie, des hydrocarbures, des ceci, ce sont des choses qu'on peut regrouper dans un seul ministère et exercer cela. Vous voyez, le ministère des Transports, des ceci. Donc ce sont des ministères qu'on peut boucler. Moi, j'ai toujours eu une vision politique, par exemple, de 12 ministères dans ce pays. 12 ministères? Oui. Comment est-ce possible, les 12 ministères? On a plusieurs secteurs dans ce pays qui méritent... Ces secteurs-là, nous pouvons les regrouper. Vous pouvez expliquer? Nous pouvons les regrouper dans des ministères bien précis. Aujourd'hui, vous allez voir avec le ministère de l'énergie, mines et tout ça. Développement durable. Développement durable. Et ce sont des choses, des postes qui sont éparpillés pour rien. Ce sont des postes. La première année, il y avait quand même peut-être une trentaine de personnes. Mais avec le gouvernement. On a 54. Tout ça, ce sont des dépenses qui s'ajoutent. Dans Matata Ponyo, en collaboration avec Joseph Kabila, ils avaient une vision politique qui n'est pas la même avec. Elle n'est pas la même quand même. Elle n'est pas la même. La vision politique. Quelle est la bonne vision? La bonne, c'est celle qui donne le meilleur résultat au peuple congolais qui attend. Son social amélioré, son train de vie, la création d'emplois, le chômage. C'est ça la bonne vision. Et nous ne pouvons pas qualifier une vision parce qu'on l'a dit ou soit parce qu'on l'a communiqué. Non. On qualifie une vision en fonction des résultats escomptés. Très bien, M. Dimanja. On qualifie une vision par rapport aux résultats qui, on peut dire, sur les terrains. Il semblerait que Batu Kwebo est en colère. Il a voulu qu'il puisse posséder les ministères de budget alors que ce n'est pas le cas. On a reconduit Aimé Boji, Batu Kwebo, qui fait la force de l'Union sacrée avec plus de centaines de députés. Est-ce que vous méritez cela? Le régime parlementaire que le système politique de mon pays utilise, je crois, pour moi, je n'ai jamais été pour cela. Parce que déjà voir
des histoires de poids politique. D'abord avec Bahati, vous savez, non seulement lui n'est pas là, mais nous avons quelques membres de poids de son parti qui sont des ministres aujourd'hui. Nous avons un ministre qui vient franchement de la Chopo, qui est membre, qui était d'ailleurs président fédéral de la STC là-bas à Kisangani, qui est venu ici. Alors s'il faut parler de l'individu, je crois que Alain a fait assez pour encore demander à avoir encore un poste plus élevé comme ça au niveau de la République. Cette jeunesse que nous sommes, nous en avons marre en tout cas de voir le même visage revenir surtout plus au niveau de l'État. Très bien. Nous sommes pratiquement à la fin. Bureau définitif Assemblée nationale. Vital Kamerhe, après plus de 12 ans de retour au perchoir de l'Assemblée nationale, est-ce qu'on a la personne qu'il faut, à la place qu'il faut? Vital Kamerhe et son bureau. S'il faut parler en termes d'expérience et d'expertise de Vital Kamerhe à cette gestion-là, je dirais oui. Mais s'il faut parler en termes de compétences qu'engorge la République démocratique du Congo, je dirais non. Parce que Vital Kamerhe, c'est un grand politicien qui a vraiment de l'expérience. Mais la compétence de gérer cela n'est pas simplement donnée à Vital Kamerhe. Je suis tout à fait convaincu qu'avec sa vision politique, parce que sa compétence, vous parlez des réalités qui lui est venu après se réunir avec FCD. Sans revenir à ce poste-là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais le voir gérer encore cela, il a des compétences. Il a des compétences, c'est un acteur politique qui est vraiment expérimenté. Oui. Mais lui voir revenir, je ne partage pas tout à fait, je ne partage pas ce point de vue-là. Mais je crois avec sa capacité, il peut faire quelque chose. Mais actuellement, c'est ce que nous sommes en train toujours de décrire, les retours de même personne, comme si la politique appartenait à un groupe d'individus. Christophe Moss ne s'est reculé devant rien, on peut dire. Voilà, c'est ce que nous continuons toujours de décrire. Nous avons une jeunesse qui est là, qui est compétente aussi. Et nous avons vraiment aussi des gens qui peuvent aussi assumer de hautes fonctions dans ce pays et servir aussi loyalement le pays. Mais cela n'est pas encore arrivé à cause du système politique et la classe politique et des partis politiques et des récompenses, surtout des majorités. Très bien, M. Dimanza, la dernière question. Si actuellement vous dites de faire une différence entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi Antoine, comment pouvez-vous expliquer cela? La différence ne pourrait pas arriver au milieu du chemin. Je crois la meilleure façon de parler de Tshisekedi, je crois que c'est après son deuxième mandat. Ça, je suis vraiment pour cela. Parce que. Donc, si on peut analyser sur les deux personnes, c'est après. Que ça soit à la fin, parce que l'autre a déjà fait son parcours. Si on analyse les premiers de Joseph Kabila et puis les premiers de Félix Tshisekedi. Vous savez comment est-ce que Joseph Kabila c'était d'abord au pouvoir, c'est différent avec Félix Tshisekedi. Et qu'est-ce que Joseph Kabila a trouvé sur le terrain et ce que Tshisekedi a trouvé sur le terrain. Je crois que la meilleure façon d'évaluer ces deux personnalités sera à la fin du mandat du président Félix Tshisekedi. Ils sont entrés au pouvoir pendant le même contexte, et puis ils n'ont pas trouvé la même situation stable et chacun a une vision politique différente. Très bien. Et c'est la question, la dernière, permettez-moi, la question du révolutionnaire congolais entre Etienne Tshisekedi et Patrice Lumumba, qui est un grand révolutionnaire. Ce sont des anciens, des ancêtres, je pourrais dire comme ça, qui ont voulu en tout cas marquer leur empreinte. Très bien. Et classé en termes de révolution, je pense que ça sera une fois aussi rabaisser ces deux personnalités-là, et tout ce qu'ils nous ont laissé. Chacun tire des sommiers de ces deux personnalités-là. Moi personnellement, je suis. Donc vous n'avez pas de choix. Faire un choix, ça, parce qu'ils n'ont pas évolué sur le même terrain, vous le savez bien, vous le savez bien. Okay. Chacun a marqué son époque. Chacun a marqué son époque. Vous savez, on évalue peut-être deux joueurs quand ils sont dans le même poste et ils font le même travail.
Et moi, je loue simplement les Comores d'avoir connu ces deux personnes-là. Ok. Moi, je suis plus du côté Lumumba. Très bien. Vous êtes lumumbiste. Je suis Vous pas avez, lumumbiste, mais je suis Lumumba. vous avez des traits, on peut dire, vous êtes... Oui, nous sommes du même village. Ok. Il y a des liens, en tout cas, naturellement liés. Mhm. Mais pour moi, c'est un grand esprit qui a voulu, en tout cas, l'idée aujourd'hui, nous laisser quand même une ligne que beaucoup de jeunes ne savent pas, surtout parce que, en tout cas, son histoire ou ce qu'il a même pu laisser Mhm. n'est pas vraiment communiqué dans nos écoles, enseigner la vision de la révolution. Il y a un problème du système éducatif, on peut dire. Mais, si vous voulez que je m'exprime de manière globale de la vision politique qu'il faut mener au Congo, je dirais un peuple qui a été détruit au niveau de la formation, c'est un peuple perdu. Nous avons un système même éducatif qui ne nous permet pas d'avancer et qui est même obligatoirement... Est-ce que c'est vraiment important actuellement au Congo de nous apprendre sur les Stanley, les Diego Cao, etc. Non, ça n'a aucune importance. Que tu es allé en Belgique, on te parle de Tshisekedi, Lumumba et de musées dans les cours d'histoire là-bas. Et même leur système éducatif, est-ce que d'autres non? Moi je suis classé parmi ces gens-là qui sont vraiment contre le système éducatif, parce que je suis passé par là bien sûr. Mais c'est un système éducatif en tout cas qui nous reste dans l'espoir. J'ai toujours dit que nos études d'aujourd'hui nous permettent d'espérer, non de réfléchir. Parce que quand on vit, oui, parce que une tête qui réfléchit résout les problèmes. Très bien. Mais quand on espère, on est là, quand tu vois un finaliste, quelqu'un qui fait ses études, il espère. Mais quand on arrive à réfléchir, on se crée des opportunités. Très bien. C'est ça notre système éducatif. Ce sont des choses qu'il faut changer. D'ailleurs, les années que nous passons au système éducatif, notre système éducatif, ce sont des années qu'aucune personne ne pourra passer plus de temps dans sa vie que ce que nous donnons à nos études. Okay. Alors que nous devons créer On étudie trop, on peut dire. Nous étudions trop et puis un système éducatif qui ne nous donne qu'à la fin de l'espoir, mais qui ne nous pousse pas à avoir une tête de réflexion. Alors, s'il faut changer en tout cas les choses, je suis totalement d'accord avec ça. On doit changer les systèmes éducatifs. Les systèmes éducatifs, les cours d'histoire, nous devons insérer les Kimbango, les Lumumba, les enfants doivent connaître l'histoire. Un peuple sans repère, les ancêtres leur sang coule dans notre veine, obligatoirement. Et une fois que nous continuons à les nier, même spirituellement, ils seront en train d'agir négativement. Très bien, M. Dimondja. Changement du système éducatif, tel que vous avez parlé, Stanley, c'est important, mais ce n'est pas vraiment utile. Ce n'est pas vraiment utile de continuer à nous implémenter là-dessus. Parce qu'ailleurs, on ne fait pas la même chose pour nos ancêtres. Très bien, M. Dimondja, nous sommes pratiquement à la fin. Vous avez des dernières choses à bombarder. Oui, en tout cas, je commencerai d'abord par vous remercier de l'occasion que vous m'avez accordée. Très bien, merci aussi. Nous n'avons pas de mots durs, surtout à dire à la population. Ce que moi je sais, j'ai plusieurs facettes que je n'aimerais pas peut-être dire ici. Okay. Nous avons un enjeu très spirituel, crucial, qui notre pays traverse. Le Congo est une femme enceinte. La population congolaise est une femme enceinte qui a besoin d'un accouchement. Cet accouchement-là ne viendra que par un nouveau-né. Ce nouveau-né, c'est une classe politique qui est en train d'être préparée spirituellement. Je crois que ce sont les initiés qui comprennent bien ce langage-là. C'est ça la phase que le Congo est en train de traverser. Nous sommes dans la phase de la douleur qui commence d'ailleurs, et la douleur sera encore durée grande et longue alors, pour enfanter en tout cas cet enfant-là. En tout cas, nous devons être prêts à tous les moyens possibles pour accueillir cet enfant-là. Ça doit passer par cette douleur-là. Et voilà pourquoi nous sommes dans cette phase-là. Très bien, M. Dimondja. Chers fidèles téléspectateurs, c'était les magazines sociopolitiques Cogiton spécial. Nous avons cet honneur de recevoir M. Dimondja pour décortiquer l'actualité politique. Je vous donne un autre rendez-vous très prochainement. Bye.